Lorsqu'une mauvaise nouvelle lui tombe sur la tête, Pascal a toujours le même petit truc pour garder son calme. Il fait du jardinage. Et ces derniers temps, il monte sur son tracteur beaucoup plus souvent que d'habitude. Impec, ça y est. Pascal et sa femme se croyaient pourtant à l'abri des ennuis dans cette jolie maison qu'ils ont restaurée eux-mêmes. Mais depuis un an, un petit problème leur gâche la vie. Un problème soigneusement rangé dans ces gros classeurs. Des lettres de l'administration fiscale, elle leur réclame des impôts qu'ils n'auraient pas payés. Ici, on nous réclame 7 000 euros. Sur l'autre, je crois qu'on nous réclame 9 114. 16 000 euros au total. C'est 5 fois le salaire de ce père de famille qui gagne 2 400 euros par mois, avec 3 enfants à charge. Et cette facture, Pascal se demande bien comment il va pouvoir la régler. Moi, je travaille, je suis fonctionnaire, je n'ai pas 16 000 euros pour payer les impôts. Donc forcément, c'est problématique. Si Pascal est dans le collimateur des impôts, c'est à cause d'une opération immobilière qu'il a réalisée il y a 6 ans. Tout près de chez lui, dans ce petit immeuble, il a acheté des studios pour les mettre en location. Et comme ils étaient en ruine, il les a rénovés. Voilà, donc ici, nous avons donc refait l'isolation, refait l'électricité, installé une kitchenette. Et pour faire ces travaux, Pascal a emprunté 100 000 euros, une très grosse somme, qu'il a ensuite intégralement déduite de sa feuille d'impôt. En théorie, la loi le permet, mais voilà, pour le fisc, le montant déduit est beaucoup trop important. Alors un bras de fer s'est engagé entre l'administration fiscale et Pascal qui refuse de payer. On est vraiment en position d'infériorité et ça, c'est pénible d'avoir toujours à se justifier, alors qu'on est dans son bon droit. En France, Pascal est loin d'être le seul à qui l'administration fiscale demande des comptes. L'année dernière, le fisc a réclamé de l'argent à plus d'1 million de contribuables qui ne seraient pas en règle avec les impôts. Les impôts, c'est le dossier brûlant du moment. Affaire Bettencourt, évasion fiscale, lutte contre la fraude. Chaque jour, il fait la une des médias. Il faut dire qu'en cette période de crise, les impôts, c'est un sujet très sensible pour les Français. Les 36 millions de contribuables sont dans le viseur de l'administration fiscale, car les caisses de l'État sont vides, il faut faire rentrer l'argent, coûte que coûte. La traque aux fraudeurs est devenue une priorité nationale. J'ai demandé au Premier ministre d'engager une politique déterminée qu'on n'a jamais vue en France, de lutte systématique contre la fraude. Chaque année, 30 milliards d'euros échapperaient à l'État. Alors comment s'organise cette lutte contre la fraude ? Et dans cette guerre, les Français sont-ils égaux face au contrôle fiscal ? Enquête sur les méthodes des shérifs du fisc et plongée dans les coulisses de l'administration la plus secrète de France. Pour la majorité des Français, il faudrait être fou pour essayer de tromper l'administration fiscale. Il faut dire que face aux contribuables, il y a une machine redoutable. Une machine qu'ils ne voient jamais et qui se cache pourtant dans toutes les villes de France. Quelque part dans Paris, l'un des 50 centres des impôts de la capitale. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à pénétrer au cœur du système. Et c'est derrière cette porte que commence notre enquête sur la chasse aux fraudeurs. Dans ces bureaux, une vingtaine de fonctionnaires contrôlent l'impôt sur le revenu, celui que payent la plupart des contribuables. Et ici, les déclarations de 31 000 Parisiens sont observées à la loupe. Alors pour la patronne du service, Barbara, pas le temps de chômer. Sébastien, je voulais vous voir pour un dossier. L'un de ses agents vient de repérer un mauvais payeur. Et la réponse est immédiate. Ouais. Ça a été sorti hier. Donc. Alors, il y a un contrôle en cours et on a fait une taxation d'office. Ah, parfait. Donc c'est en cours de traitement. En cours de traitement, pas de problème. Dans ce service, repérer les contribuables qui ne sont pas en règle, ça va très vite.
Barbara et ses collègues disposent d'un véritable radar antifraudeur. Ils voient tout sur leurs ordinateurs. Ce matin, la chef de service est en alerte. Un message vient d'apparaître sur son écran. Voilà la discordance de 23 839 € sur ce dossier. Une discordance. Dans le langage des impôts, c'est une somme que le contribuable n'a pas déclarée. Et là, c'est 23 000 €. Alors Barbara va tout de suite mener son enquête. En un clic, elle va tout savoir sur le fautif. Et le fautif, c'est une dame. Elle est partie à la retraite en cours d'année et elle a oublié de signaler qu'en plus de son salaire cette année-là, elle avait perçu une pension. Elle avait déclaré uniquement ses salaires de 35 000, mais pas le montant de ses pensions. Si le système informatique a détecté aussi facilement la fraude, c'est grâce aux informations fournies par la caisse de retraite. Caisse de retraite, mais aussi banque ou employeur. Aujourd'hui, tous ceux qui vous versent des revenus le signalent directement au fisc. Nous tapons le nom du contribuable. Barbara est donc informée du moindre revenu que vous percevez. Salaire, indemnité, pension ou intérêt bancaire, plus rien ne lui échappe. Le système balaye tous les dossiers des déclarants. Concrètement, la machine compare ce que déclare le contribuable Tout à fait. et les informations que vous obtenez par ailleurs. Tout à fait, oui. Grâce à ces machines, traquer le petit contribuable indélicat est presque devenu un jeu d'enfant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 60, un inspecteur des impôts, ça ressemble à ça. Un fonctionnaire cerné par des montagnes de papier, des dossiers pleins les étagères. Toutes les informations lui arrivent par courrier. C'est un personnage important, l'inspecteur, un véritable juge d'instruction. À l'époque, ce juge d'instruction doit tout vérifier à la main. Contrôler les documents un par un. Alors forcément, certains petits malins échappent à sa vigilance. Mais à partir des années 70, les mailles du filet se resserrent autour des fraudeurs. Fini le papier, place à l'informatique. Des centaines de petites mains enregistrent minutieusement toutes les données sur le contribuable. Et aujourd'hui, l'administration fiscale en sait tellement sur vous, salaire, indemnité ou pension, qu'elle peut pré-remplir elle-même votre déclaration au centime près. Et le croisement de ces informations est imparable. Il rend la fraude presque impossible. Désormais, salariés du public ou du privé, c'est-à-dire 80% des Français, sont contrôlés systématiquement et ne peuvent plus rien cacher au fisc. Mais il y a tout de même des professions pour lesquelles ce système ne suffit pas. Médecins, plombiers ou restaurateurs, ils sont leurs propres patrons. Aucun employeur pour confirmer leurs revenus. Alors pour chasser les tricheurs et faire rentrer l'argent, l'administration déploie des moyens supplémentaires. Contrôler un artisan ou un chef d'entreprise, ça commence toujours de la même manière. Ce matin, Valérian ne lâche pas son ordinateur des yeux. Cet inspecteur des impôts a peut-être mis la main sur un fraudeur. Un restaurateur dont la comptabilité est un peu étrange. On voit que le montant des achats augmente et que proportionnellement, le chiffre d'affaires, lui, n'augmente pas dans les mêmes proportions. Visiblement, pour concocter ses repas, le restaurateur achète chaque année de plus en plus de marchandises. Selon Valérian, il devrait donc servir plus de couverts et gagner plus d'argent. Mais son chiffre d'affaires, lui, n'augmente pas aussi vite que ses achats. Et il y a un autre élément troublant. Le nombre de salariés est passé de 7 à 10 en 4 ans. 3 personnes embauchées, ça voudrait dire qu'il y a plus de clients à servir. Avec autant d'indices, l'inspecteur se dit que le restaurateur dissimule peut-être une partie de ses revenus. Effectivement, on pourrait supposer éventuellement une minoration du chiffre d'affaires. Pour l'instant, Valérian n'a que des soupçons. Pour démontrer la fraude, il faut aller plus loin. Et c'est dans le bureau d'à côté, celui de sa chef de service, que ça va se jouer. Tout l'enjeu pour Denise, décider s'il faut passer à l'étape suivante,
une inspection sur place du restaurant. Mais avant de prendre sa décision, elle veut en savoir un peu plus sur le restaurant et sur son patron. J'ai surligné les chiffres clés. Et au niveau du dirigeant, les revenus sont correctement déclarés? Il semblerait maintenant, on n'en a pas plus De ce côté-là, apparemment, tout est en ordre. Je vais regarder par rapport au... Alors Denise se demande si le restaurant n'a pas connu une baisse passagère de fréquentation. Mais est-ce que vous êtes allé sur place pour voir comment se présente le restaurant, la fréquentation, les horaires d'ouverture Alors, j'ai fait une petite visite sur place à l'heure de déjeuner. Bon, c'est un restaurant qui affiche une fréquentation correcte, donc bon, pas d'anomalie qui pourrait laisser supposer un manque d'activité ou une baisse de chiffre d'affaires. Pour Denise, l'affaire est entendue, il y a bien soupçon de fraude. L'administration va donc envoyer un inspecteur au restaurant pour éplucher ses comptes. Mais ce contrôle, vous ne le verrez pas. Au nom du secret fiscal, nous n'avons pas été autorisés à le filmer. Alors pour savoir comment le fisc s'y prend pour faire payer ceux qu'il suspecte de tricher, nous avons rencontré l'un de ces contribuables qui a vécu ce genre d'inspection. Lyon et ses petits bistrots de quartier. Dans le 7e arrondissement, le 121. Tous les midis, le restaurant affiche complet. Attention chaud, cacao. Au service, mais aussi à la caisse, Cécile. Elle a repris l'affaire il y a 7 ans et tout allait bien, jusqu'au jour où elle a reçu un client un peu particulier. Ciao. Un inspecteur des impôts. C'était il y a tout juste 1 an et elle en garde un souvenir très précis. La personne est restée 3 mois. Elle venait 1 à 2 fois par semaine. Elle s'est installée dans un bureau et puis elle vérifiait toutes nos factures. Et cet inspecteur des impôts, un petit détail a immédiatement attiré son attention. Cécile n'a pas de caisse enregistreuse. Elle fait toutes ses additions à la main. Dessert formule et coca 14,50. Et ça, pour les impôts, c'est un très mauvais point. Car lorsqu'on fait ses additions à la main, c'est facile de ne pas tout déclarer et de se mettre quelques billets dans les poches. Verre de vin, 8. Merci beaucoup. Dans le cas de Cécile, il y avait plus embêtant encore. Elle ne respectait pas la loi et ne tenait pas une comptabilité suffisamment détaillée des repas servis. Sur son livre de compte, elle se contentait d'indiquer le montant total des recettes. Tous les soirs, en fait, je relève mes montants en CB, en chèque, en ticket restaurant, en espèces. C'est pas précis du tout et du coup, ils n'ont pas apprécié. Il est possible là que parfois vous ayez oublié de noter des choses dans ce cahier ou c'est ça non, tout est noté là. Toutes les recettes que j'ai faites réellement sont notées ici. Mais voilà, l'inspecteur ne s'est pas contenté de la parole de Cécile. Il s'est intéressé à sa cave, et plus précisément à ses bouteilles de vin. Il a compté combien la restauratrice en avait vendu chaque année, en a déduit le nombre de clients, et donc son chiffre d'affaires. Et entre son estimation et le montant déclaré par Cécile, il a trouvé une légère différence. Donc, sachant que nous déclarons 140 000, eux ont trouvé à peu près 190, quoi. 50 000 €. Voilà ce que Cécile aurait oublié de déclarer chaque année. Et comme l'inspecteur est remonté 3 ans en arrière, il manquerait 150 000 € dans les comptes. Alors évidemment, la facture des impôts va être difficile à avaler. J'ai trouvé ça mais hallucinant. C'était combien? 165 000 €. Ça m'a tellement foutu les boules que j'ai fait une espèce d'œdème aux yeux. Les boules sont remontées jusque dans le visage. Cécile est incapable de payer cette somme. Alors elle fait appel à 2 experts, dont le métier est de faire baisser la note. Christian Ojoula et Jean-Claude Gibert sont 2 anciens inspecteurs des impôts, reconvertis dans un métier beaucoup plus lucratif, celui d'avocat fiscaliste. Bonjour madame. On va s'installer là. Aujourd'hui, avec Cécile, ils vont préparer le dernier acte, négocier un étalement de paiement avec le fisc. Oui, 3 000 € par mois. Sur un chiffre d'affaires de 140, pour moi, c'est du domaine de l'irréalisable. C'est pour ça qu'il faudra y aller avec un plan, enfin un budget, parce que 2 ans, c'est ce qu'il va vous dire. Si on lui met sur la table, on lui dit, attendez, monsieur, on fait 12 000 € par mois. Ça n'est pas possible. Ça demandera 3 ou 4 ans. C'est normal que le vérifie. Et si la restauratrice a finalement accepté de payer, c'est parce que sa facture a largement fondu.
Elle est passée de 165 000 à 44 000 euros. Ces avocats ont passé un marché avec le fisc. On appelle ça une transaction. En échange d'une addition beaucoup moins lourde, Cécile renonce à toute contestation devant les tribunaux. Un procès aurait pu durer 10 ans, alors ce genre de deal arrange aussi les affaires de l'administration fiscale. Elle est sûre de récupérer son argent. Quand il n'y a pas de transaction, l'argent a beaucoup de mal à rentrer. Pourquoi ? Parce que les sommes sont astronomiques. Cécile payait 160 000 euros, mais c'est même pas la peine. Même en vendant la société, elle n'y arriverait pas. Donc qu'est-ce qui serait passé ? Comme souvent, des procédures, c'est-à-dire des fonctionnaires travaillant pour récupérer une somme dont tout le monde sait qu'elle ne rentrera jamais dans les caisses de l'État. De l'argent perdu. Transaction, inspection ou traque informatique, grâce à ces méthodes, le fisc a récupéré 15 milliards d'euros l'an dernier. L'immense majorité des contribuables est donc dans l'œil du cyclone. Le moindre écart se paye très cher. Mais cette rigueur s'applique-t-elle à tous les Français, sans exception ? Les inspecteurs des impôts contrôlent-ils tout le monde avec la même sévérité ? En France, en plus de l'impôt sur le revenu, les contribuables les plus riches, ceux dont le patrimoine dépasse 790 000 euros, payent l'ISF, le fameux impôt sur la fortune. Un impôt au mode d'emploi particulier qui peut nécessiter d'avoir recours à un spécialiste. À Paris, le très chic 16e arrondissement. C'est ici, en face de la Seine, que Frédéric Naïm a installé son cabinet. Merci. Cet avocat fiscaliste compte parmi ses clients des contribuables plutôt aisés. Il connaît donc sur le bout des doigts toutes les subtilités de l'ISF. Première d'entre elles, le calcul de l'impôt. Il dépend du patrimoine. Plus celui-ci est important, et plus le taux de l'impôt augmente. De 0,55% à 1,8% pour ceux dont la fortune dépasse les 16,5 millions d'euros. Plus on est riche, plus on paye. Plus on est riche, plus on paye. C'est un impôt proportionnel. Un impôt proportionnel et progressif, qui a également une autre particularité. C'est au contribuable lui-même d'estimer son patrimoine. Sur sa déclaration, il doit indiquer tous ses biens et leur valeur. Là, vous allez décrire tous vos biens immobiliers, mobilier, télévision, véhicules suivant notamment la cote Argus. C'est pas des déclarations pré-remplies, c'est-à-dire que là, on doit remplir totalement tout de A à Z. Seules les œuvres d'art et les biens professionnels échappent à cet impôt. En France, ils sont 560 000 à payer l'ISF. Et officiellement, leurs déclarations sont autant contrôlées que celles des autres contribuables. Et c'est ici que ça se passe. Dans ce centre des impôts parisiens, le deuxième étage, c'est le domaine de Frédéric. Toute l'année, cette inspectrice traque ceux qui fraudent l'impôt sur la fortune. Rien que pour ce service d'une vingtaine de fonctionnaires, c'est 10 000 déclarations d'ISF à surveiller. Et cette fois, plus d'ordinateurs pour détecter les fraudeurs. Frédéric doit éplucher à la main des piles de dossiers. Dans le tas ce matin, il y a un document qui attire son attention. Cette feuille sur laquelle un contribuable a estimé la valeur de ses appartements et de ses immeubles. Je vois tout de suite que les biens sont largement minorés. Le contribuable a déclaré 2 000 euros au mètre carré alors que la valeur était de 5 000 voire 6 000 euros. À entendre Frédéric, détecter ces contribuables qui sous-estiment leur patrimoine, ce serait donc assez facile. J'ai des collaborateurs qui connaissent particulièrement bien donc le marché immobilier et donc ils vont pouvoir sélectionner, voir tout de suite des insuffisances sur le plan des immeubles par exemple. Voilà pour la version officielle, mais la réalité, vous allez le voir, est un peu plus compliquée. Et pour le comprendre, nous avons rendez-vous avec un autre inspecteur des impôts, lui aussi spécialiste de l'ISF. À visage caché, il a accepté de nous raconter son quotidien. Et selon lui, cette chasse aux fraudeurs est très difficile à mener. Premier obstacle, il est imposé par la loi. Les agents des impôts ont seulement accès aux locaux commerciaux et pas au domicile des contribuables.
En aucun cas, moi, je ne peux rentrer à l'intérieur, aller voir le contribuable et lui demander de me faire visiter son appartement. Résultat, pour estimer une maison ou un appartement, l'inspecteur a parfois recours au système D. Il va notamment se servir de ce site internet grand public qui propose des vues aériennes de la France. Il traque tous les aménagements qui pourraient donner de la valeur au bien et que le contribuable aurait oublié de déclarer. Ce qu'on pourrait voir, c'est des éventuelles dépendances, comme des piscines, des garages, qui ne figuraient pas sur la déclaration. Mais voilà, lorsqu'il s'agit d'évaluer un appartement, par exemple, ces vues aériennes ne lui apprennent rien. Alors l'inspecteur n'a d'autre choix que de se rendre sur place pour observer le bien et surtout estimer sa valeur en fonction des prix du marché. Et il doit obéir à des règles très précises. Ce que je vais faire, c'est rechercher des termes de comparaison, c'est-à-dire des appartements similaires qui ont fait l'objet d'une vente autour de la période. Et des appartements identiques vendus la même année dans le même quartier, l'inspecteur doit en trouver 3. 3 termes de comparaison, c'est ce que lui impose la loi, comme le montre cet arrêt de la Cour de cassation. Mais voilà, trouver 3 termes de comparaison, c'est souvent mission impossible. Ces biens doivent être de même superficie, mais pas seulement. Entre 2 appartements situés dans un même ensemble immobilier, selon l'exposition, l'orientation, un appartement situé en façade, un appartement situé côté cour, vous avez une rue bruyante, vous avez un jardin magnifique où il n'y a personne, pourtant on a la même superficie, pourtant on a le même nombre de pièces, n'empêche que la valeur de l'appartement sera sensiblement différente. Seul moment où l'inspecteur est sûr de coincer le contribuable qui a sous-estimé un appartement ou une maison, c'est lorsqu'il les vend. La valeur de ces biens apparaît alors au grand jour. Mais en dehors de ces transactions, le fisc n'a pas vraiment les moyens de contrôler les fraudeurs. Il y a une faille dans le système. Certains contribuables le savent et agissent en conséquence, comme le confirme Frédéric Naïm, l'avocat fiscaliste. Beaucoup peuvent être tentés de sous-estimer la valeur de leur bien immobilier pour diminuer l'addition, ou voire de ne pas du tout déclarer d'ISF. C'est fréquent ? Oui, ça arrive assez régulièrement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vu comme exemple ? Une dame qui avait pas mal de biens immobiliers, des immeubles entiers, et où il y avait des évaluations très très faibles par rapport à la valeur réelle, quoi. C'est-à-dire ? Un bien qui vaut 1 million d'euros, de le voir déclaré à 200 000 euros, ou un bien qui vaut 3 millions d'euros, de le voir déclaré à 400 ou 500 000 euros. Contrôler ceux qui sous-estiment leur patrimoine, c'est donc très compliqué. Et ça ne rapporterait que 50 millions d'euros à l'État chaque année. Mais pour les inspecteurs des impôts, il y a une tâche encore plus ardue. Traquer ceux qui dissimulent leur fortune. Une affaire l'a démontré cet été, avec au cœur de la tourmente, la première contribuable de France. Liliane Bettencourt, la femme la plus riche de France, a-t-elle, oui ou non, fraudé le fisc ? 16 juin dernier, Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du pays, est soupçonnée de fraude fiscale. Un dossier explosif. L'héritière de L'Oréal, dont la fortune est estimée à 17 milliards d'euros, fait la une des journaux. Au centre de l'affaire, des conversations enregistrées à son insu et révélées par le site d'information Mediapart. On y entend la milliardaire et Patrice Demestre, l'homme qui gère sa fortune, évoquer de mystérieux comptes en Suisse où serait placé de l'argent non déclaré. Je suis allé à Genève et je suis allé voir ce compte à Vevey où vous avez quand même 65 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. 65 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 13 autres millions. Ce jour-là, Patrice Demestre propose de les répartir sur d'autres comptes, vers d'autres paradis fiscaux. Alors je suis en train d'organiser le fait de l'envoyer dans un autre pays, qui sera soit Hong Kong, Singapour ou en Uruguay, mais je suis en train de m'en occuper. Avec ces écoutes, une enquête préliminaire est ouverte sur une possible évasion fiscale. Dans un communiqué, Liliane Bettencourt promet de régulariser sa situation et de déclarer aux impôts ses 78 millions d'euros. Mais lorsqu'il n'y a pas autant de publicité autour d'une affaire, pas d'enregistrement pour obliger un contribuable à reconnaître les faits,
Quels sont les moyens de l'État pour récupérer l'argent dissimulé? Au sommet de l'administration fiscale, il y a justement un service dont la mission est de traquer les Français les plus riches. Dans un quartier huppé de la capitale, un hôtel particulier plutôt discret, mais très surveillé. Le siège de la DNVSF, la Division nationale des vérifications de situation fiscale. Spécialité de la maison, les enquêtes sur les gros dossiers, ceux des contribuables dont le patrimoine dépasse 7 millions d'euros et qui sont soupçonnés de fraude fiscale. 200 inspecteurs travaillent ici, comme Steve. Ces agents ont des pouvoirs supplémentaires. Ils peuvent notamment fouiller dans les comptes en banque. On a accès à tout. Alors pour les comptes bancaires, ça va être le fichier des comptes bancaires qui va nous dresser la liste des comptes détenus en France. Et qu'est-ce que vous trouvez alors? Alors là, on peut voir que les revenus fonciers ont été largement minorés. Mais pour lancer ce type de contrôle approfondi, ces inspecteurs doivent soupçonner une fraude grave. Et pour cela, ils ont besoin d'informations. Depuis quelques mois, ils ont entre les mains une liste qui a fait couler beaucoup d'encre l'an dernier. Cette liste, c'est celle de 3000 Français détenant des comptes cachés en Suisse. Et l'homme qui va la rendre publique, c'est Éric Woerth. Le ministre du Budget de l'époque veut partir en croisade contre l'évasion fiscale. Et pour ça, il va utiliser cette liste, même s'il s'agit d'un document volé dans une banque de Genève par un employé. Les personnes qui sont sur ces listes sont des gens qui ont volé le fisc, donc l'État français. Donc qui vole qui? Posez-vous cette question-là. Mais avec cette liste volée, l'État est-il vraiment armé pour faire payer les fraudeurs? Aujourd'hui, c'est aux inspecteurs de la DNVSF que cette mission a été confiée. Sur le bureau de Steve, un dossier classé confidentiel, celui d'un des contribuables de la liste des 3000. On voit le patrimoine constaté, c'est-à-dire ce qu'il y a sur le compte. C'est combien? Alors là, en l'occurrence, on a 2 300 000 $. C'est donc 1 600 000 € que ce contribuable a caché en Suisse. Mais pour Steve, il y a un petit problème. Cette information provient d'un document volé. Et la banque suisse qui détient les comptes n'a pas reconnu son authenticité. Concrètement, est-ce que c'est une preuve déjà? C'est une information, c'est pas une preuve directe. Vous pouvez pas vous en servir comme d'une preuve? Non. Mais dans la majorité des cas, selon Steve, il suffit de montrer cette liste aux suspects pour les faire avouer. Sauf que dans ce dossier, le contribuable continue à nier. Alors l'inspecteur va sortir l'artillerie lourde. C'est tout l'objet de la réunion avec sa chef de service. Donc vous lui avez montré le document que l'on a et il continue à nier. Il continue à nier. Pour le coincer, Steve va devoir fouiller dans ses comptes bancaires en France, à la recherche d'indices. Je vais passer l'examen de tous ces débits bancaires, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas des traces de voyage en Suisse. De dépenses faites en Suisse, donc on va demander la copie des chèques, des opérations carte bleue. Donc là, vous allez lancer cette enquête et déclarer. Ces inspecteurs cherchent à démontrer que ce contribuable se rend régulièrement en Suisse pour alimenter son compte ou retirer de l'argent. Mais ils le savent, c'est loin d'être gagné. C'est une date. Il peut se trouver, bien entendu, qu'on n'aura aucun élément permettant de valider que monsieur et madame sont allés en Suisse. Et évidemment, ça peut se présenter. Là, l'enquête s'annonce difficile. Tout à fait. L'administration fiscale a donc des moyens limités pour traquer et faire payer les fraudeurs les plus riches. Et au final, ceux qui payent l'ISF échappent plus facilement au contrôle que les contribuables soumis uniquement à l'impôt sur le revenu. Cette inégalité de traitement, une institution qui fait autorité en France, l'a récemment mise en lumière. La Cour des comptes, le juge financier des administrations. L'an dernier, François Eccal, l'un de ses magistrats, a ausculté le fonctionnement du fisc. Son diagnostic, un rapport de 200 pages, et ses conclusions sont édifiantes. Il écrit par exemple « Certaines catégories de contribuables, certains impôts, sont moins contrôlés que d'autres.
Avant d'ajouter: cela peut conduire à sanctionner non pas les comportements les plus répréhensibles, mais les plus faciles à appréhender. Et voilà pourquoi, selon ce haut magistrat, les inspecteurs des impôts en sont arrivés là. Les services fiscaux ont des objectifs de rendement budgétaire. Ils ont tendance, pour répondre à ces objectifs, à aller au plus facile, donc à contrôler les impôts les plus faciles à contrôler, à relever les fraudes les plus faciles à détecter et à laisser de côté les dossiers les plus compliqués. Un constat que semble partager la très grande majorité des Français. Selon un récent sondage, 79% d'entre eux souhaitent une réforme profonde de la fiscalité dans les années à venir.